Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraka, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Un e-commerçant est venu me voir pour me demander est-ce que Amazon.fr lui favorise ses propres produits. Et c'est une question très intéressante parce que je l'ai déjà entendue auparavant. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est une analyse de données sur ce qu'on appelle le self-preferencing. Et puis en même temps, je vais vous donner quelques trucs pour vous guider au niveau SEO sur Amazon afin que vous, vendeurs, vous puissiez vous en sortir plus facilement. Alors déjà, première chose, c'est qu'il faut arrêter de poser une mauvaise question. D'ailleurs, on ne se pose pas la question est-ce que Amazon est trop gros, on le sait, mais là on va se poser la question qui contrôle la visibilité sur Amazon et puis selon quelles règles. En fait, sur Amazon.fr, en tout cas, la visibilité c'est pas un bonus du tout, et c'est le levier central du chiffre d'affaires, soyez-en sûrs. Le produit qui est visible, il va se vendre. Le produit invisible, il va disparaître. En fait, il va pas que rester, il va disparaître. Même s'il est moins cher, même s'il est meilleur ou plus innovant. Et en plus, depuis l'entrée en vigueur du Digital Market Act, c'est le fameux DMA, en fait, le débat il a complètement changé de dimension. C'est plus une discussion de forum vendeur qu'on a à faire. C'est vraiment et c'est plus non plus une plainte isolée. C'est devenu un risque judiciaire juridique plutôt, et profondément économique, avec à la clé des amendes, et pas les amendes qu'on mange, les amendes qu'on paye, qui peuvent justement atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. C'est pas une petite affaire. Donc la question n'est pas Amazon est-il puissant. La vraie question est l'algorithme est-il neutre ou structurellement biaisé. Alors aujourd'hui, donc ce qu'on va faire dans ce podcast, c'est que on va parler. Je vais vous donner des chiffres et puis de toute façon c'est plus aujourd'hui ce que je vais vous faire, c'est que c'est plus une opinion, c'est mesurable et on va en parler. Donc à retenir, si vous devez vous échapper dès maintenant, le self-preferencing se juge sur la visibilité réelle et pas sur une requête isolée. 2. Une approche agrégée type indice de visibilité réduit les biais d'interface et de personnalisation pour dévoiler la véritable mécanique de la plateforme. Et aujourd'hui, face à une complexité algorithmique, la meilleure façon de se défendre d'un vendeur tiers reste quand même l'alignement sur les nouveaux critères de l'A10 que je vais vous déclarer. Et l'A10 c'est pas l'autoroute, non, c'est l'algorithme, et je vais vous dire comment s'en sortir pour performer avec. Voilà, donc et puis il y a aussi deux autres trucs, c'est la performance produit qu'il faut améliorer et la conquête de la buy box. Alors, je vous parle depuis le départ du self-preferencing. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est l'auto-préférence. Lorsqu'une plateforme numérique, que ça peut être Amazon, Cdiscount ou rue du commerce, par exemple, lorsque cette l'autopréférence, c'est quand cette plateforme numérique, elle traite ses propres offres de manière beaucoup plus favorable que celle de vendeurs tiers comparables. Donc, sur Amazon.fr, le soupçon vise directement la branche Amazon Retail et les marques propres, pour être clair. Le terrain d'affrontement est basé sur la recherche interne, les recommandations, les filtres, la buy box et les badges, ceux qui sont affichés avec Prime ou choix d'Amazon. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup de jargon, là, je vais le définir. Amazon Retail, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est quand Amazon vend directement, il agit comme un commerçant traditionnel, mais bon, il est dans sa propre plateforme. La marque, quand je parle de marketplace, ce sont des vendeurs tiers qui vendent leurs produits via, ici, dans ce cas, la plateforme d'Amazon.
La buy box, c'est ce on pourrait traduire par la boîte d'achat, disons. C'est un encart stratégique de type ajouter au panier ou acheter cet article qui est situé sur la page de détail d'un produit d'Amazon qui permet au client d'ajouter directement l'article à son panier ou de l'acheter parfois en un clic. C'est un petit peu l'arène compétitive ultime qui capte l'essentiel des achats. Je vais parler donc du DMA, le Digital Market Act. C'est le règlement européen qui vise à assurer des marchés équitables, imposant à Amazon, qui est désigné d'ailleurs comme un gatekeeper, une stricte neutralité de classement. Je vous ai évoqué l'algorithme A10. Qu'est-ce que c'est? C'est le système d'intelligence artificielle actuel d'Amazon qui régit le ranking, le classement des produits, qui est axé désormais sur l'expérience client, le trafic externe et la rentabilité. Enfin, on a je vais vous parler de FBA, FBM et la visibilité. Je vais d'abord les deux premiers termes. Donc le FBA, c'est très important à mémoriser, ça veut dire expédié par Amazon. Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire le stockage et la livraison gérés par Amazon, à la différence du FBM, qui veut dire expédié par le vendeur, Fulfillment by Merchant. Et c'est quand vous gérez votre stock et la livraison, d'accord? Puis après, viennent les concepts de ranking, la position d'Amazon et la visibilité, c'est-à-dire l'exposition organique réelle dans les résultats, bien au-delà du simple fait d'être indexé. Alors, Amazon.fr, c'est une plateforme ou votre concurrent? Alors, Amazon.fr fonctionne sur un modèle hybride. La plateforme organise le marché et elle vend aussi sur ce marché. Alors, le risque théorique, c'est d'être jugé parti. Alors, quels sont les leviers de visibilité contrôlés par la plateforme? Je vais en définir trois. Le premier, c'est l'algorithme de recherche et les modules de recommandation. Le second, ça va être les filtres, les badges, c'est le fameux recommandé, choisi par Amazon. Et puis, avec ces éléments d'interface. Et puis, 3, la buy box, le badge Prime aussi. Puis, la logistique et les espaces publicitaires qu'il faut prendre en compte. Donc oui, structurellement, le terrain peut sembler très incliné, mais pouvoir le faire ne veut pas dire le faire. Pour prouver un biais, il faut une mesure robuste. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait? On a allé chercher les études qui vont mesurer vraiment ceci. C'est le socle data driven, comme on appelle. Le piège classique, c'est d'observer quelques requêtes isolées sur ton produit et d'en tirer une conclusion absolue. Là, tu te plantes en fait si tu fais ça parce que c'est un peu fragile sur Amazon, parce que l'interface elle change en permanence selon quoi? Selon l'historique, les carousels, les badges et le contexte. Une approche plutôt solide, elle a besoin de mesurer la visibilité de façon agrégée à une échelle de toute la plateforme. Et c'est exactement ce qu'ont fait les chercheurs Lucas Roggenmeier et Bernd Skier dans leur étude qui s'appelle Measuring Self-Preferencing on Digital Platform, que vous pouvez aller voir sur Nico SEO SEM dans l'article. Et vous aurez de quoi il en retourne, vous aurez tous les détails. Il y a énormément il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages. Bref, je te le résume. En tout cas, elle s'appuie aussi sur des données fiables, comme l'indice de visibilité Systrix. Bref, les deux chercheurs ont prouvé qu'il est possible en fait de mesurer tout ça scientifiquement. Le point clé, c'est que la position organique chez Amazon, c'est pas une anecdote isolée, c'est un niveau de visibilité moyen observé sur un ensemble massif de recherches. On passe d'une lecture intuition vraiment à une lecture marché. C'est très intéressant à leur étude. Alors quelle est la traduction opérationnelle de la data? Eh bien, on cherche un avantage transversal, pas un cas particulier, on réduit l'effet mise en scène de l'interface, on sépare la suspicion et signal statistique. Le résultat à retenir, c'est qu'il n'y a pas, non, je répète, il n'y a pas de preuve d'un favoritisme massif et systémique à l'échelle globale dans le cadre mesuré. Attention, je prends quand même des gants parce que, tu sais, si tu me connais un peu, je suis un peu taquin. Et j'ai une nuance importante. L'absence de preuves ne veut pas dire absence de micros-effets. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas d'avantage grossier, constant et facile à détecter sur l'ensemble du catalogue. Est-ce que ça change dans la lecture du marché? Eh bien, c'est que comme e-commerçant,
vous pouvez pas piloter votre stratégie sur une situation de triche, d'accord? Il n'y en a pas. Vous devez piloter sur la performance, la conversion et l'accès à la buy box. Alors on va y venir, comment faire. Mais d'abord, la simulation Amazon.fr a permis de rendre la nuance visible. Alors, une plateforme peut être neutre en moyenne, mais asymétrique selon les univers. Et oui, il y a des marchés sur lesquels, c'est vrai qu'on sent qu'il y a les tendances. Et ce que révèle d'ailleurs l'enquête. En fait, selon les produits et les catégories, la dynamique change, quoi. L'attente des clients, aussi bien que la logistique, la marge, les fréquences d'achat. Et l'effet de force entre Amazon Retail et les vendeurs tiers, comme toi, elle est très hétérogène, on va dire. Il y a 2 chiffres qu'il va falloir que tu retiennes, parce que quand on mesure la visibilité globale, et pas une requête isolée qui peut être la tienne, par exemple, le constat est clair. Les vendeurs à tiers, donc de la marketplace, ils ont 68% de la visibilité globale. Et Amazon Retail, 32% de la visibilité globale. C'est quand même très important, plus d'un tiers. La conclusion reste quand même sans appel. La marketplace donc garde un poids majoritaire réel en visibilité organique, mais il n'y a pas de domination systémique absolue de la part d'Amazon. Cependant, il y a quand même ce que j'appelle moi des zones chaudes d'Amazon Retail qui se concentrent souvent sur des univers précis, notamment ses propres marques privées. Alors c'est pas tout Amazon qui est bloqué comme ça, ce sont des poches de résistance par catégorie, on va dire. Après avoir beaucoup travaillé moi-même dans des univers où c'est que je travaille avec des e-commerçants, du monde en particulier du meuble et de l'alimentaire, eh bien je remarque que beaucoup d'erreurs d'analyse viennent d'une moyenne globale mal interprétée. Si vous êtes un fabricant ou un distributeur ou une marque voulant vendre sur Amazon, comprenez bien une chose. À ce stade, votre travail n'est pas de battre Amazon, votre travail est de dominer votre catégorie et de capter vos requêtes à forte intention d'achat. Le point le plus important, c'est qu'Amazon peut être avantagé et sans triche en fait. Le cœur du sujet, en fait, c'est l'avantage endogène, c'est-à-dire un avantage qui est produit par la propre mécanique du système, quoi, sans volonté explicite de fausser le jeu de la part d'Amazon. Sur Amazon.fr, le moteur de la visibilité et l'accès à la buy box, il se nourrit d'une seule chose, la réduction de la friction pour le client. Et moi j'ai l'habitude de dire, c'est que dans ce cas-là, en fait, le biais le plus dur à prouver ici, c'est celui qui ressemble à de la simple efficacité. Je vais m'expliquer. En fait, les recherches académiques récentes, donc, démontrent un point fascinant. L'autopréférence d'Amazon s'exerce beaucoup moins via ses propres marques privées, qui ne représentent qu'une infime fraction des offres, en fait, que sa propre logistique. La logistique Prime standardise l'expérience, et c'est ce qu'apprécient la plupart des utilisateurs, moi le premier d'ailleurs. Et puis après, à côté de ça, tu as la fiabilité qui rassure le client. Bah ouais. Donc tu sais que tu vas te livrer par un camion Amazon très rapidement. Et par conséquent, c'est l'algorithme qui sait ça. Il va récompenser mécaniquement les offres qui utilisent le réseau expédié par Amazon, le FBA que je t'ai décrit au début. Pourquoi ? Parce qu'elles offrent les meilleures garanties de conversion et de satisfaction. L'algorithme ne triche donc pas, il privilégie ce qui fonctionne. Et ouais, et donc Amazon, ils utilisent sa propre structure. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est un cercle vertueux pour lui. Alors derrière ça inquiétait beaucoup d'e-commerçants. Et il y a le fameux DMA. Donc pourquoi il y a et je vais t'expliquer pourquoi il y a une pression qui s'accentue pour Amazon.fr. Le Digital Markets Act vient ici bouleverser l'équilibre qui encadre strictement les plateformes désignées comme les gatekeepers, les contrôleurs d'accès par la Commission européenne. Et dedans, tu as aussi bien Apple que Meta qui sont inclus, quoi, avec tout ce qui va concerner Alphabet. D'ailleurs, depuis le printemps 2024, déjà, il y a les obligations du DMA qui sont pleinement applicables et opposables. Là, on a la chance d'avoir en Europe la Commission européenne qui a d'ailleurs déjà lancé des mesures d'investigation pour vérifier si Amazon favorise ses propres produits dans sa boutique en violation de l'article 6.5 du DMA.
Et alors, qu'est-ce que c'est que met le DMA sur surveillance directe? Ben, 3 trucs, hein. L'interdiction de l'autopréférence dans les classements, hein, dans les recommandations, les conditions d'accès équitable aux emplacements clés, comme la buy box en particulier, et la transparence de plus l'auditabilité, hein, c'est-à-dire l'obligation pour la plateforme de justifier techniquement le fonctionnement de ces algorithmes. La conséquence opérationnelle, quelle est-elle? C'est qu'aujourd'hui, même un biais algorithmique faible ou indirect, s'il est démontré, ça peut être juridiquement explosif, donc il n'y a aucun intérêt pour Amazon de le faire. Mais le vrai risque, c'est pas vraiment la triche d'Amazon, c'est plutôt toi, ta méconnaissance de l'algorithme d'Amazon, de comment il classe les produits. Alors maintenant que la data prouve que le marché est ouvert, hein, on va passer au mode exécution. Tu sais que j'aime bien ça dans mes podcasts, c'est expliquer comment on fait les choses. Donc voici comment optimiser vos fiches produits pour l'algorithme A10. Passons au guide SEO Amazon, le plan d'action qui compte. Ok, on passe au mode exécution avec l'objectif de gagner la visibilité qui va vous faire vendre et pas la visibilité qui vous flatte. Hein. C'est ça l'intérêt, hein, c'est d'être visible et de vendre. Donc votre boussole avec l'algorithme A10, ça va être le clic, la conversion, la livraison, la satisfaction, la stabilité. Et il y a certains modèles framework, comme on appelle le framework TFSD, ce qui sert à optimiser une fiche produit. Le TFSD, c'est un cadre simple qui est orienté au résultat en fait. Mais attention, je préfère prévenir, c'est pas un standard officiel d'Amazon. Ce que je veux dire, c'est ce qui est, on va dire, officieusement adopté par les professionnels comme moi. C'est une structure en fait qui est assez efficace pour travailler proprement, on va le dire comme ça. Alors le TFSD en pratique, qu'est-ce que c'est? Le T c'est pour title, hein, le mot-clé principal par exemple, et l'intention d'achat, elles doivent être bien placées dans les 80 premiers caractères par exemple pour capter le trafic mobile. Le bénéfice doit être clair, quoi, zéro, charabia, t'oublies tout ça, quoi. Le F pour features, hein, fonctionnalité, en fait on recommande 4 à 6 puces, quoi, les bullet points qui sont orientés bénéfices plus preuves concrètes. Alors attention, la piège c'est de lister les caractéristiques. Non, ne le fais pas, et c'est plutôt de résoudre un problème. Le S pour c'est quoi déjà? C'est aussi search terms. C'est un champ back-end, on va dire, propre. Pour explorer, là, il faut essayer d'exploiter la limite stricte des 249 octets avec des synonymes, des fautes de frappe parfois. Enfin, il y a des certains trucs voilà, il y a certains trucs. Et puis le D, c'est pour description, le fameux A+, que vous avez peut-être déjà aperçu. C'est une description qui va tuer les objections, qui va rassurer et retenir l'attention. Hein. L'algorithme mesure désormais le temps passé sur la page, donc voilà, faut le prendre en compte. La technique du TFSD. Alors le piège courant que je vois souvent et qu'on corrige, c'est que il y a certains e-commerçants qui vont écrire pour remplir, hein, avec du bourrage de mots-clés, le fameux keyword stuffing, il faut éviter à tout prix, et te concentrer sur ton véritable objectif, c'est-à-dire réduire les doutes et faire monter la conversion, car aujourd'hui, plus que jamais, la conversion nourrit tout le reste. Alors, un focus sur la buy box, hein, c'est le vrai moteur économique. Sur Amazon.fr, la buy box c'est vraiment l'accélérateur massif. Sans elle, vous payez plus cher chaque vente, même quand vous êtes bien classé, ironiquement d'ailleurs. Avec la buy box, vous transformez mieux et vous stabilisez votre ranking. Et là, il y a un autre modèle qu'on utilise, c'est le modèle Raft PTI. C'est peut-être tu l'as entendu parler. C'est le mode. En fait, qu'est-ce que c'est? Comment je te l'introduis ça? C'est-à-dire que, en fait, la performance du vendeur, la fiabilité logistique, tout aussi bien que la compétitivité sur le prix, hein, comme la qualité de l'expérience client, de plus en plus, et aujourd'hui plus d'ailleurs, que c'est vraiment un moteur, quoi, de la visibilité sur Amazon. On ne se rend pas compte si on a peu de produits, mais quand on a comme un certain volume, vraiment on le voit. Il y a et donc il y a un modèle qu'on va utiliser pour
qu'on met en place nous aussi les professionnels d'Amazon, c'est le modèle RAF PTI. Alors, ce qui va peser du coup dans cette réalité terrain du RAF PTI, c'est alors le R et F, enfin le RAF c'est pour Rating and Feedback. C'est un score global, un taux d'évaluation supérieur à 98% et au moins 200 avis sont la norme pour s'imposer comme le vendeur, quoi. Et tu le vois vraiment, hein, la différence entre ceux qui ont moins de 200 avis et ceux qui, quand tu passes au-dessus. Et puis après, c'est vrai que c'est difficile, mais si tu combines les deux choses avec un taux d'évaluation supérieur à 98%, et bien voilà, tu vois la différence. Alors le PTI, c'est quoi? C'est sur le P de performance, c'est-à-dire ta fiabilité. Un taux de commande défectueuse, c'est-à-dire ton ODR, on appelle ça. Il doit rester au-dessous de la barre fatidique des 1%. C'est pour ça que parfois je recommande plutôt de rembourser un client ou d'offrir le produit pour éviter d'avoir un avis négatif ou être considéré comme commande défectueuse. Le T, c'est le temps de livraison. Il y a un standard, hein, on va dire ce qu'on accepte communément, c'est un délai de livraison entre 1 à 3 jours. Et le I, c'est la disponibilité en stock, hein, ça veut dire pour inventaire, les ruptures fréquentes, en fait, ça t'allume ton ancienneté dans la buy box et ça, c'est négatif. Et bref, du coup, parfois, selon les contextes, selon où est-ce que tu vas vendre, et voilà, quoi, tu te rends compte que le FBA, ça aide mécaniquement, quoi, pourquoi? Parce que ça va standardiser ta fiabilité et ta vitesse. Alors le FBM, il peut rivaliser le fait que tu envoies toi-même, mais seulement si tu as une exécution logistique irréprochable. Sinon, la pénalité, elle est pas morale, vraiment, hein, c'est pas volontaire, c'est qu'elle est mécanique. Maintenant, je vais te partager quelque chose que je réserve habituellement à mes sessions privées avec les e-commerçants. D'ailleurs, je t'engage à aller sur nicosem.com pour prendre rendez-vous avec moi et je te donnerai beaucoup plus d'infos que ce que je te donne maintenant. Je vais te parler du trafic externe. C'est vraiment l'arme aujourd'hui qui te permet de faire la différence sans saboter la conversion. Et il faut le faire de manière intelligente aussi. Donc, l'algorithme A10, on a vu qu'il accorde aujourd'hui une prime colossale au trafic généré en fait hors d'Amazon, c'est-à-dire via réseaux sociaux et Google Ads. Ça, il y a peu de gens qui te le diront, mais bon, moi avec l'expérience, je te le dis, je le sais. Mais seulement, ceux qui te le disent, parfois, ils s'y prennent mal. En fait, il faut faire très attention, parce que si tu envoies du trafic externe froid, c'est-à-dire des curieux, directement sur ta page, sur ta fiche, eh bien ça va diluer les signaux et ça va détruire en fait ton taux de conversion. Ce qui aurait comme résultat de payer pour baisser ton propre score de performance pour Amazon. Un comble. Hein. Alors la solution que moi je suggère et je fais mettre en place pour les clients, c'est une bridge page, une page POM en version propre. Alors ça dépend des cas, il ne faut pas le faire tout le temps, mais ça permet en tout cas de préqualifier le client en quelques secondes pour ensuite l'envoyer sur une page de destination externe. Alors ça dépend des cas, hein, vraiment, il y a deux possibilités, mais il faut le faire proprement. Je n'en dis pas plus, on prend rendez-vous avec moi et tu me poses la question et je te répondrai. Deux, c'est de répondre aux objections avant même qu'ils n'arrivent sur Amazon. Tu vas, ça c'est tu peux le faire. Et le troisième point, c'est d'envoyer sur la fiche uniquement des acheteurs brûlants pour faire exploser ton taux de conversion. Puis même, il y a une petite astuce que je vais te dire. Le mieux, c'est d'utiliser des liens attribution pour permettre en plus de récupérer 10% de plus sur la vente générée. Mais bon, ça c'est notre petite astuce. Je t'expliquerai comment le mettre en place. Un rendez-vous. Garde en tête que ton KPI n'est pas le simple clic, hein, ton KPI c'est la conversion nette et la stabilité des signaux dans le temps. C'est pas facile, fais-toi accompagner. Alors, il y a aussi un autre point que je vais te dire, je vais parler de repricing.
c'est le fait d'être compétitif sans se suicider de marche, parce qu'évidemment, quand tu fais appel à du FBA, eh bien, t'as la marge qui s'envole un peu. Mais, bref. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, sur Amazon.fr, tu l'auras remarqué si tu travailles dessus, le prix bouge en continu. Et si tu n'appliques pas de règles, tu vas subir. Mais avec une règle, tu vas pouvoir piloter. L'objectif ici, c'est de rester compétitif au moment clé, quoi, et sans casser l'économie du produit. En FBM, en fait, si tu le fais tout toi-même, l'approche est plus sensible. Tu dois compenser l'absence de la promesse Prime, hein, en te fixant de manière agressive juste en dessous des vendeurs FBA. Ou avec des délais de livraison impeccables, ça dépend encore des stratégies, mais ça on peut en parler ensemble aussi. Et puis en FBA, donc, avec Amazon, tu as le repricing, il reste utile pour en fait s'aligner face à Amazon Retail. Alors, généralement on estime d'une fourchette de moins 1 à 3% d'écart, quoi. Ça dépend du type de produit. En fait, quand tu joues à armes égales sur la disponibilité et la vitesse, évidemment, hein, faut que ce sont des paramètres à prendre en compte. Bon, alors qu'est-ce que ça serait ton plan d'action si en 5 étapes on pourrait avoir? Donc, premier point, si tu envisages de faire du e-commerce sur Amazon, si tu es e-commerce 5, tu veux faire du vendre sur Amazon, le premier point, c'est de choisir soit FBA, soit FBM, sans prendre en compte ton ego. Hein. Vraiment, le choix, il doit se dicter par tes marges, par ta capacité d'exécution et pas par juste principe, je suis commerçant, c'est moi qui envoie mes produits. Un petit rappel sur l'algorithme A10, hein. L'algorithme privilégie la vitesse et la proximité d'expédition. Et le FBA, ben, ça standardise cette promesse. Comme je te disais, si tu choisis le FBM, ben, ta logistique, hein, doit être vraiment chirurgicale. Deuxième point, on va verrouiller la santé du compte, hein, c'est-à-dire que le RAF PTI, faut vraiment le nettoyer, quoi. Les retards, les annulations, le tracking, le service après-vente, tout doit être clinique. La règle d'or, ouais, c'est de maintenir ton taux de défaut de commande, ton ODR, strictement inférieur à 1%, de manière à conserver en permanence ta buy box et la confiance de l'algorithme. Troisième point, optimiser le framework, TFSD. Hein, on l'a vu, hein, un titre lisible sur mobile, des mots-clés forts dans les 80 premiers caractères, des features, les fameuses puces qui sont orientées aux bénéfices, le search term, le backend qui soit nettoyé au maximum de ces 49 octets, et puis description A+, pensée pour tuer les objections et retenir l'attention. Quatrième point, construire un trafic externe intelligent, c'est le grand levier que je te dévoile, mais attention, toujours ciblage précis, reciblage, utilisation impérative d'une page POM, et l'objectif en fait c'est de filtrer vraiment les curieux pour envoyer des signaux de conversion massifs à Amazon, et idéalement de profiter du bonus attribution d'Amazon, hein, d'avoir une marge supplémentaire. Le cinquième point, c'est qu'une fois que tu as ça qui est bien en place, tu vas industrialiser la preuve et l'expérience. Tu vas avec des photos réalistes immersives, des notices claires, du packaging soigné, un SAV ultra rapide. L'objectif c'est vraiment de réduire les retours au minimum tout en générant un flux constant de vrais avis positifs. Et du coup, en travaillant, imagine-toi qu'on travaille ensemble, je te fais une promesse en toute transparence, c'est que, en fait, aujourd'hui, on entend tout et son contraire sur l'algorithme A10, et ma méthodologie s'appuie vraiment sur une seule chose, c'est que c'est de la data factuelle, et si la data elle change, si Amazon change, je changerai également. Donc en fait, en travaillant ensemble, je m'engage à ne jamais par exemple crier au Amazon triche sans m'appuyer sur des mesures de visibilité robustes, hein, globales et reproductibles. Non plus, je ne vendrai pas de hack algorithmique A10 magiques qui sont basés sur des pondérations fantômes ou des mythes de forum, hein. Ou encore je ne confondrai pas la visibilité d'affichage, c'est-à-dire les impressions, et la visibilité réelle monétisable, c'est-à-dire la conversion nette et durable. En fait,
si on doit résumer tout ce qu'on a vu sur le débat Amazon en quelques phrases, c'est quoi? C'est que les recherches académiques et les données récentes prouvent que un favoritisme systémique massif de la part d'Amazon n'existe pas à l'échelle globale de la plateforme. Cependant, oui, Amazon conserve des avantages structurels redoutables via sa propre logistique Prime, qui évidemment s'apparente souvent à de la simple efficacité qui va être récompensée alors par l'algorithme. Avec l'entrée en vigueur du Digital Markets Act, ces mécanismes sont aujourd'hui sous haute pression juridique, l'Europe surveille de près et la perception des vendeurs s'accélère sur cette régulation. La conclusion est simple, vous pouvez pas vous baser vous pouvez pas baser votre croissance sur l'attente d'une intervention juridique. Votre levier le plus sûr, ça reste la maîtrise impeccable des règles du jeu, optimisation de la conversion, conquête de la buy box, excellence logistique, preuve sociale et stabilité des signaux de vente. Et si vous voulez une stratégie Amazon.fr qui tienne debout dans la vraie vie, contactez-moi parce qu'on fera un audit de visibilité, un plan d'action avec des fiches TFSD, on mettra en place une stratégie buy box agressive, et puis un plan d'acquisition de trafic externe propre. On peut parler maintenant de la stratégie, de votre stratégie pour performer sur Amazon. Rendez-vous sur nicosem.com, vous prenez rendez-vous avec moi et on voit ça ensemble. Alors je vais prendre maintenant les questions que vous m'avez posées en amont. Amazon favorise-t-il systématiquement ses propres produits? Bon, donc non, à l'échelle globale, on a une approche qui ne le prouve pas. En revanche, on a des variations par catégorie et des effets indirects via l'interface. Voilà. Nico, qu'est-ce que le self-process investing en version simple? Je l'ai expliqué, c'est le fait de privilégier ses propres produits, ses propres offres, plutôt que celles des vendeurs externes, voilà. Pourquoi une analyse sur Kettle Rocket est trompeuse? Toujours pareil, en fait, si le fait que tu fais une analyse micro sur quelques produits, comme tu as l'interface qui change, oui, tu as une personnalisation qui existe, et donc les requêtes comme les requêtes sont quasi infinies, laisse tomber quoi. Tu as besoin d'un truc qui soit plus global. Ok, depuis le DMA, Nico, ça change quoi concrètement pour moi qui vends mes produits sur Amazon.fr? Écoute, en fait le DMA ça renforce l'obligation des plateformes comme Amazon, mais pas que, ça peut être Cdiscount, Rue du Commerce, Bag Market, bref, ou ça peut être Conforama, toutes les but.fr, etc. Toutes les plateformes là, en fait, si elles sont considérées comme gatekeeper, donc s'il y a un effet, même s'il y a un effet faible, s'il est démontré, ça peut déclencher des contraintes et des risques élevés pour eux. Je ne rentrerai pas dans le détail maintenant, j'en ai parlé. Alors en 2006, c'est quoi le meilleur levier Amazon pour un vendeur tiers? La conversion, l'optimisation de ta fiche via le TFSD, la réduction des objections, tout ce que j'ai commenté avec une bonne logistique, un bon trafic, une visibilité qui va suivre la performance. Que dois-je choisir, FBA ou FBM? Pour transformer, écoute, ça va dépendre de ta capacité à livrer vite en fait. Si tu arrives à gérer le tracking de manière performante avec une bonne compatibilité via tes API qui communiquent avec Amazon, écoute, tu peux faire du FBM. En plus, si tu arrives à absorber les retours et maintenir une promesse à ton client qui soit stable dans le temps, c'est pas mal le FBM. Maintenant,
c'est sûr que le FBA, ça simplifie la fiabilité, tu t'occupes juste à toi de fabriquer ton produit et le vendre. Le FBM, en fait, doit être irréprochable. Si t'as pas l'habitude, au départ, peut-être il vaut mieux que tu fasses du FBA. Ça dépendra de ton taux de maturité. Le trafic externe aide-t-il vraiment sur Amazon? Ben oui, ben j'en ai parlé justement. Il peut aider s'il est qualifié et s'il ne fait pas chuter ta conversion, quoi. Moi je te suggère d'utiliser une page Bridge, une page pour que tu puisses filtrer, rassurer, et puis après t'envoies sur Amazon. Uniquement c'est des acheteurs prêts, ou sinon t'envoies vers ton propre site web, hein, c'est encore mieux, vers la fiche de ton site web, tu gagnes plus de marge en général, mais ça va dépendre aussi de ton statut, si t'es distributeur, si t'es fabricant, si t'es e-commerçant, enfin, ça dépend de beaucoup de sujets, quoi. On peut en parler ensemble. Comment éviter de s'auto-saboter en voulant plus de visibilité? Ben voilà, ben ne chasse pas le trafic pour le trafic, simplement, quoi. Je sais pas, toujours pareil, il te faut aller sur le... tu vas prioriser les signaux qui améliorent l'expérience. La fiche claire, les stocks tout le temps pleins, quoi, stable et stable dans le temps. Un SAV rapide, des prix qui sont cohérents aussi, voilà. Voilà, c'est la visibilité, disons, rentable, elle vient de là. Et voilà, quoi, en gros. Alors, quels outils Amazon devrais-je utiliser? Alors, il y en a plein, hein. Tu peux utiliser, alors d'abord les outils gratuits, hein, d'abord avant de passer au payant. Et si tu as déjà créé une page Amazon, enfin un compte e-commerçant Amazon, tu verras que tu as l'Amazon Listing Quality Dashboard pour repérer par exemple les erreurs de base sur tes fiches. Si ta marque est enregistrée, je te recommande de le faire. Tu as l'Amazon Brand Analytics, qui alors là c'est incontournable pour obtenir des données directes, quoi, les first party sur le comportement de recherche des clients, c'est pas mal. Tu as beaucoup d'insights. Après, t'as d'autres outils, quoi. Pour le SEO, par exemple, tu peux utiliser Systrix. Hein. Systrix propose un indice de visibilité, par exemple. D'ailleurs, tiens, la fiabilité de l'outil Systrix pour Amazon, elle a été validée pour la recherche académique, hein, dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, et même Systrix a pour client Amazon. Hein. Alors, ça en dit quelque chose aussi. Amazon est client de Systrix, j'utilise Systrix. Bref, bref, si tu veux utiliser toutes les fonctionnalités, c'est pas mal parce que tu vas pouvoir analyser le marché en toute transparence. Tu vas surveiller la visibilité organique de tes concurrents aussi, et tu vas pouvoir baser une stratégie sur des données scientifiques. Voilà. Alors il y a d'autres choses que tu peux, je sais pas, j'ai d'autres questions, hein, mais bon, je vais pas y répondre. Je les mettrai dans le contenu de l'article. Tu mets Nico SEO SEM sur internet pour voir l'ensemble des autres questions que vous m'avez posées, que je répondrai plus tard. Et tu vas mettre SEO Amazon qui gagne en visibilité, ou Nico SEM Amazon.fr favoritisme propre produit, ou Nico SEO SEM guide SEO. Voilà, tu mettras tout ça, tu vas tomber probablement sur mon article. Voilà, prends soin de toi, on se voit dans ce prochain épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager, cet épisode, vas-y, sois généreux, partage-le avec tes amis, avec tes collègues, même ta famille, même si elle ne comprend pas tout ce que tu lui dis quand tu lui parles. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça peut m'aider à m'améliorer et à t'offrir du contenu plus pertinent. Bien sûr, abonne-toi et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cherche Baguette qui sera toujours pareil, plein de conseils, d'astuces et de bonne humeur. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de toi et de ce que tu aimes. Allez, ciao ciao, à plus.